Donc bonjour à tous ce matin. Donc nous sommes là donc pour vous présenter un petit peu le contenu du BTS Syrah, sachant donc que c'est un BTS qui est malheureusement méconnu, mais qui a tout son intérêt. Donc l'idée ce matin, c'est d'avoir une présentation relativement large. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, donc cette partie va être faite par quatre personnes. Donc moi, je suis Erwan Driano, conseiller en formation. Donc j'interviens notamment sur le placement des élèves. Hein, on y reviendra un petit peu plus tard. Assez vite, là, vous allez voir donc Monsieur Ducoing qui va présenter le contenu, le métier dans un premier temps, et puis le contenu du BTS. Et à la fin de la partie métier, vous aurez l'intervention donc de deux alternants. Grégoire, qui est un apprenti en première année, et Jonas, qui lui est en deuxième année. Donc l'idée, c'est de présenter un petit peu très rapidement l'entreprise, mais surtout un petit peu le type de mission qu'ils sont amenés à faire en BTS Syrah, et puis éventuellement de répondre aussi à vos questions sur comment ils vivent l'alternance. Donc n'hésitez pas aussi à les solliciter parce que c'est eux qui le sont au quotidien. Euh, donc, cette présentation va se faire selon les différents points suivants. La partie métier, donc, qui va être présentée par Monsieur Ducoing, ainsi que la partie un peu plus scolaire sur le côté formation. Hein. Donc, les alternants interviendront à la fin de la partie métier. Et puis, moi, je reprendrai le relais sur la partie un peu plus contrat d'apprentissage, le campus, et puis un petit peu l'approche un petit peu des démarches, à la fois pour s'inscrire et pour la recherche d'entreprise. Donc, oui, encore une fois, bienvenue à tous. Et puis, donc, Monsieur Ducoing va pouvoir démarrer pour ensuite vous présenter un petit peu la formation et ce que contient réellement le BTS Syrah. Nicolas, je te laisse le Oui, relais. ok. Donc, Nicolas Ducoing, alors rapidement, donc, je suis responsable du BTS Syrah, l'alternance. Donc, je gère tout ce qui est côté cours et entreprise au niveau du BTS Syrah et j'interviens également sur une partie des cours, notamment de spécialité au niveau du BTS. Donc, pour vous présenter un petit peu le métier du BTS Syrah, pour commencer, je vais dire que le technicien Syrah, il travaille dans ce qu'on appelle des entreprises de transformation. En fait, dans des entreprises, on va avoir de la fabrication et on va avoir des fluides. La notion de fluide est très, très importante au niveau du BTS Syrah. Il faut des liquides, des gaz qui circulent et qu'on va pouvoir contrôler. Donc, du coup, grosso modo, le métier du Syrah va aller au niveau de trois compétences qu'on va détailler juste après, donc qui sont la conception, l'installation et l'amélioration. Donc, on va voir ces trois éléments-là. Et tout ça donc sur des systèmes avec des fluides et qui vont être contrôlés, ce qu'on appelle en fait être pilotés. Donc voilà, donc grosso modo, de l'industrie de production, de transformation. Et au niveau de tout ça, donc le CIRA va travailler sur le contrôle de ces systèmes-là. Alors, on va passer à la diapositive un petit peu suivante. Donc, la première partie est vraiment la partie conception. C'est-à-dire que quand une installation va être avant qu'elle soit mise en place, il faut la concevoir. Donc, au niveau de cette conception, le BTS-CIRA, il peut intervenir, notamment en faisant la rédaction de ce qu'on appelle le cahier des charges. Donc, le technicien CIRA, il va aller sur le site, il va aller voir les personnes qui sont au jour le jour à travailler au niveau des machines, et il va leur demander leurs besoins, de quoi ils ont besoin. Avec ce besoin, il va établir le cahier des charges. J'ai besoin de quoi, quand, comment. Une fois qu'il aura ce cahier des charges, ce que veulent en fait les personnes qui sont sur le site, il va faire ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Il va dire, tiens, on m'a demandé de faire ça, mais ça, pour le faire, j'ai besoin de quoi? Comment je vais le faire? Il va analyser ce cahier des charges pour trouver en fait des techniques, des procédés qui vont permettre d'arriver à répondre en fait aux exigences de leurs collègues. Ça va permettre donc de faire ce qu'on appelle des schémas d'automatisme. Donc, en fait, de voir comment on va faire en sorte que la machine fonctionne toute seule. On va pouvoir aussi choisir les types de régulation. Comment on va faire les régulations? C'est ce qu'on appelle les stratégies de régulation. Il va regarder le système et les élaborer. Une fois qu'il a fait tout ça, il va être capable de voir de quoi il a besoin. Il va dire, bon, ben voilà, là, j'ai ce système-là, il a telle complexité. Je vais avoir besoin d'un automate, je vais avoir besoin d'un régulateur, je vais avoir besoin de X automates, X régulateurs. Et en fonction des caractéristiques du procédé, il va les choisir. Donc, il va dire, je prends tel type de régulateur, je prends tel automate. Donc, il va choisir le matériel, il va choisir les cartes, ce qu'on appelle les cartes d'entrée et de sortie, en fonction des besoins qu'il a. Donc, voilà. Dans la partie conception,
il regarde le fonctionnement, il analyse ce fonctionnement, il fait le choix du matériel qui va être mis en place derrière. Choix qui va être fait en fonction des besoins. C'est ça qui est important, en fonction des besoins pour que ça colle vraiment à l'utilité des gens qu'il y aura après à l'utiliser. Une fois que cette conception est faite, donc, ça va se faire à partir de choix, de schémas, de compte rendu, on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie qui est l'installation. Une partie dite installation et une autre partie qu'on appelle la mise en service. Une fois que les automates et régulateurs sont choisis, on va les commander. On va passer les commandes, on va les recevoir. Sauf que quand ils arrivent, en fait, ces systèmes-là, ce sont des boîtes vides. En fait, il n'y a rien dedans. Donc, il va falloir commencer. Donc, une partie très, très importante du travail, c'est de faire tout ce qui est la configuration. Donc, on va prendre l'automate, on va lui mettre ses cartes d'entrée et de sortie. On va parfois faire tout ce qui est câblage. Donc, on va relier tout ça, tout cet automate au système qu'il va piloter et aux informations qu'il va recevoir. Et on va rentrer le programme automate. Voilà, donc ça, c'est une grande partie au niveau des automatismes. On va faire de la conception de programme, donc programme qui va permettre aux installations de fonctionner toutes seules. Voilà. De la même façon, on va pouvoir configurer tout ce qui est régulateur, les SNCC et les superviseurs. Donc les SNCC, ce sont des gros systèmes dans les grandes entreprises qui permettent aussi de piloter la production. Les superviseurs, ce sont des systèmes qui sont reliés aux automates. Le technicien SIRA, il va être capable de faire le programme automate, mais ce n'est pas lui qui va l'utiliser au jour le jour. Les personnes qui vont utiliser, ce sont des personnes qui sont sur la production et qui vont avoir besoin de faire des changements sur la production. Ces gens-là, ils ne savent pas forcément rentrer dans l'automate. On va donc leur mettre des écrans, et avec ces écrans, ils vont pouvoir dialoguer avec le système. C'est un petit peu comme dans une voiture, on va avoir un navigateur, c'est le navigateur. Vous allez lui rentrer l'adresse. Une fois que vous avez rentré l'adresse, c'est lui qui s'occupe de vous dire par où passer. Les superviseurs, c'est un petit peu ça. On va dire par exemple au superviseur, tiens, là, on va produire des yaourts à la fraise. Donc vous rentrez dessus, vous lui dites yaourt à la fraise. Vous allez lui dire ça. Il va changer des paramètres au niveau de la production pour produire des yaourts à la fraise. Et après, quand vous allez changer la production, vous allez aller sur le superviseur et choisir la nouvelle chose. Et lui, il se charge de tout ce qu'il y a derrière. Donc, il faut configurer ces superviseurs, il faut configurer ces automates. Et donc là, c'est une grande partie en fait, du technicien SIRA de travailler sur ces systèmes-là. Après, le matériel va être reçu. Une fois que le matériel est reçu, avant de l'installer, il va falloir commencer par le contrôler. C'est ce qu'on va faire en faisant des étalonnages. En fait, la réalisation d'étalonnage et des fiches d'essai, ce sont des choses qu'on va mettre en place pour vérifier que les systèmes qu'on va installer sont bons. Une fois qu'ils sont installés, ils vont fonctionner, ils vont travailler et on va aussi refaire des étalonnages et des fiches d'essai pour vérifier que dans le temps, les choses sont bien en place, les choses fonctionnent toujours correctement. Voilà. Pour la partie, donc là, c'est vraiment pour la partie installation. Pour la partie mise en service, je vais faire assez rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le technicien SIRA ne va pas forcément faire de mise en service quand il est en formation. Il le fera au bout de quelques années d'expérience. La mise en service, c'est le lancement des systèmes. Le problème de ces mises en service, c'est que souvent, quand il y a une mise en service, il y a un ancien système qui est présent. On a dû le modifier parce qu'il ne répondait plus à nos attentes. Donc, on a fait justement toute la partie conception. Une fois que la conception est faite, que l'installation est faite, on va amener le nouveau système à la place de l'ancien, on enlève l'ancien, on met le nouveau et on lance. Ces phases-là sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que généralement, elles se déroulent sur une journée. En une journée, on installe et on lance. Ça veut dire que s'il y a des problèmes, il faut les régler assez rapidement. Et donc, ce sont souvent des gens qui ont un petit peu de bouteille, des gens qui ont un peu d'expérience, qui vont faire ces parties-là. Donc, la mise en service, c'est vraiment une partie très importante, très intéressante, mais qui est réservée plutôt à des techniciens expérimentés, donc des gens qui ont déjà eu leur diplôme depuis quelques années. Donc, voilà pour la partie mise en service et puis installation. Il va nous rester la troisième grande partie du technicien SIRA, c'est la partie amélioration et dans laquelle je mets également la partie maintenance. Les systèmes, ils sont installés. Quand on fait de la conception, ça va durer un certain temps. Allez, certaines conceptions vont se faire sur une année, voire même plus. Après, on fait la mise en service qui va être entre guillemets assez rapide. Et après, il y a l'utilisation. Mais pour une machine qui a été conçue en un an, le fonctionnement, il va durer des années et des années.
la partie en fait, amélioration va être beaucoup plus longue que la partie conception. Donc, dans cette partie-là, on va surveiller les installations qui nous intéressent, liées à les capteurs, la mesure, la régulation et l'automatisme. Et on va voir s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, on va prévoir des actions de maintenance. Donc, dans cette partie-là, le technicien SIRA, il va donc préparer tout ce qui est action de maintenance, réaliser les actions de maintenance, et après, il va faire les documents, remplir les documents liés à cette maintenance. Une fois qu'on a fait la maintenance, il faut dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pour que ce soit archivé. Et ça, c'est important d'archiver maintenant pour faire derrière ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Donc, le BTS SIRA, il va intervenir là-dessus, mais il va faire de la maintenance vraiment liée au système SIRA, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément faire de la maintenance électrique, pas forcément de la maintenance mécanique, mais plutôt de la maintenance sur tout ce qui est capteur, régulateur et automate, même s'il interviendra quand même régulièrement, notamment sur de la maintenance électrique. Après, on a aussi une partie optimisation, c'est-à-dire que parfois, vous avez un système qui fonctionne, mais on voit qu'il pourrait être amélioré. On voit qu'il y a des changements qui pourraient être faits pour que ce soit plus optimisé. Le but aussi du SIRA, c'est de constater ces choses qui fonctionnent, mais pas d'une façon optimale, et proposer des améliorations qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les choses se fassent plus vite, qu'on consomme moins d'énergie, qu'on puisse produire plus avec autant. Voilà, donc on va optimiser les systèmes en faisant de l'analyse. Mais pour y arriver, il faut bien comprendre les systèmes, comment ils fonctionnent. Une fois qu'on comprend comment ils fonctionnent, on va être capable derrière, en fait, de proposer des améliorations. Voilà. Tout ça, notamment donc la partie vraiment mise en service et amélioration, se fait sur les systèmes directement. C'est des choses qu'on va faire quand les systèmes fonctionnent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça doit être fait aussi en faisant attention aux risques liés à l'électricité, aux risques liés au fait qu'on a des liquides et des gaz qui circulent. Donc la notion de risque est assez importante. On SIRA, quand je dis assez importante, il faut y faire attention. Je ne dis pas évidemment que le métier est à risque. Évidemment, tous les risques sont étudiés avant les interventions, et donc il y a des parades qui sont mises en place pour évidemment travailler en toute sécurité. Donc voilà un petit peu sur la partie performance des tirs. N'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser, vous pouvez me couper. Il y a pas... On va passer maintenant un peu plus aux spécificités du SIRA pour vraiment vous prendre des cas un petit peu concrets. Pour vous expliquer, je vais vous expliquer les 3 grandes matières du SIRA, en commençant par vous expliquer ce qu'est la régulation. Pour vous expliquer ce qu'est la régulation, on va prendre un exemple avec une cuve dans laquelle on a un liquide. Donc on imagine ici une cuve, et dans cette cuve, il y a un liquide. Et donc, on prend ce liquide pour aller alimenter. Par exemple, là, c'est une cuve. Dans cette cuve, vous avez du lait. On va utiliser ce lait pour envoyer sur une production de yaourt. Il y a de ça pas mal d'années. Si on voulait avoir toujours du liquide dans la cuve, il fallait que quelqu'un amène le liquide. Donc, on imagine un opérateur qui est ici. Il va chercher en fait le liquide pour il l'amène ici avant que ça parte sur le procédé. Ça, c'est quand on n'a rien en termes de régulation. Donc, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup de personnes, qui est très, très pénible à faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré ce système-là en installant tout simplement, il faut que je clique au bon endroit si je veux que ça marche. Donc, en installant une vanne, donc on imagine, ici, on a déjà une partie en fait, d'automatisation du système. On a mis une canalisation ici. Évidemment, avant la canalisation, il y a seulement une pompe qui envoie en fait le liquide dans la canalisation. Et cette fois-ci, l'opérateur n'a plus qu'à tourner la vanne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde comment est le niveau dans la cuve. Et en fonction de comment il est, il va ouvrir plus ou moins sa vanne pour maintenir en fait quelque chose de constant. Donc, là, on voit que c'est quand même beaucoup moins physique, mais on a encore un travail qui n'est pas forcément très, très intéressant. Et puis surtout, quand l'opérateur n'est pas là, on ne peut plus fonctionner. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un en permanence pour surveiller et tourner, ça ne fonctionne plus. On a quelque chose qui est mieux, mais qui n'est pas encore au top. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à automatiser. Donc là, on est sur les premières automatisations qui ont été mises en place, donc des systèmes mécaniques. La vanne, on la remplace par quelque chose comme ça. Donc, en fait, un élément qui va rentrer dans la canalisation ou sortir. Quand il va monter, il va permettre au liquide de passer plus facilement. Quand il va descendre,
eh ben, il va couper. Le tout est relié à un flotteur qui est mis sur le liquide. Ce flotteur, il suit le niveau du liquide. Si le liquide ici, il monte, qu'est-ce qui se passe? Ben, le flotteur, il monte. Et quand il monte, ben, ça fait descendre cet élément-là qu'on appelle une guillotine. Et donc, quand il monte, on ferme et on envoie moins de liquide. Comme on envoie moins de liquide, le niveau il va descendre. Quand le niveau va descendre, le flotteur il descend. Quand le flotteur descend, la guillotine va remonter. Comme elle remonte, ben, le débit qui rentre dedans, ben, lui, il va augmenter, le niveau va augmenter. En faisant ça, eh ben, on est capable d'avoir un système qui va amener le niveau du liquide à être à peu près toujours en haut, au même niveau. Donc là, on a quelque chose qui est optimisé. Pourquoi? Ça fonctionne tout seul. Là, on n'a plus besoin d'un opérateur pour faire le suivi. On a juste eu besoin d'installer du matériel et de le régler. Une fois qu'il est réglé, eh ben, tout suit et il n'y a plus besoin de technicien. Donc là, on a quelque chose qui est automatisé, mais qui est automatisé d'un point de vue mécanique. Et donc, du coup, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a rendu tout ça électrique. Et c'est ce sur quoi, en fait, on travaille en Syrah. Notre système ici, on l'a remplacé par une vanne, qui est ici. Cette vanne, pour l'ouvrir ou fermer, on va passer par un système numérique, un automate, un régulateur. Pour que ce système-là sache ce qu'il doit faire, on met un capteur qui mesure le niveau dans la cuve. Donc, on installe un capteur ici. Le capteur envoie son information à l'automate, au régulateur, et le régulateur décide s'il faut ouvrir ou fermer la vanne. Ici, on a un système qui est complètement automatisé, qu'on peut adapter très, très facilement en allant dans les paramètres de chacun, et qui fait en sorte que l'installation peut fonctionner correctement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, où intervient le Syrah? Parce que là, tout fonctionne automatiquement. Ben, le Syrah, il va devoir choisir le capteur qui est ici. Il va devoir également le configurer. Il va devoir aussi brancher au système qu'il contrôle ici et configurer ce système, qui est une grande partie du travail du BTS Syrah. Et enfin, il va devoir connecter à la vanne et il va devoir choisir et configurer la vanne. Donc là, on est sur du travail plutôt donc, de choix, d'installation, de conception, de paramétrage. Et au fur et à mesure en fait, que le système il fonctionne, il va falloir le tester régulièrement pour voir s'il fonctionne toujours bien, pour le re-régler et faire des changements si nécessaire. Donc voilà où va se situer le système du Syrah. Comme on le voit sur ce schéma-là, on est sur du fluide. Hein. On a un liquide ici qui circule, donc on va travailler vraiment sur de l'industrie avec des liquides, sur des industries de transformation. Et pour rendre, notre but, c'est de rendre les installations autonomes en travaillant sur cette partie-là, les capteurs, cette partie-là, qui est le contrôle, et cette partie-là qui est, on va dire, ce qu'on appelle le côté action. Donc voilà un petit peu le métier du BTS Syrah. Donc du coup, ce métier se décompose en 3 grandes parties. La partie régulation, qui est l'une des 3 grandes matières du Syrah. Dans cette partie régulation, alors déjà, on apprend à symboliser les systèmes. Vous voyez, ici, on a un schéma. Ce schéma symbolise ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, on a une cuve qui va contenir le liquide. On fait une mesure, on mesure le niveau dedans et on va envoyer ça à un régulateur qui va commander la vanne pour maintenir le niveau. Donc, on essaye de voir comment on va représenter les systèmes et aussi comment on va faire pour les contrôler. Dire, bon, ben voilà, pour arriver à contrôler, j'ai besoin de quoi? Après, on va voir comment les systèmes ils fonctionnent, comment ils varient. Donc, on va les analyser en faisant des courbes qu'on peut voir sur ce schéma-là. Une fois qu'on a fait ça, on va configurer des systèmes qu'on appelle les régulateurs qui ressemblent, par exemple, à celui-ci. Donc, voilà. Donc, en régulation, le but de la régulation, c'est de contrôler des grandeurs en les analysant et en faisant des choix de régulation. Une fois qu'on a fait la régulation, on va avoir l'automatisme. Alors, l'automatisme, une matière que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait. Donc, l'automatisme, c'est ce qu'on appelle du séquentiel. Donc, l'automatisme permet de contrôler les systèmes en faisant des actions. On fait une action jusqu'au moment où on nous dit de passer à autre chose. Donc, on va dérouler un programme et ce programme va faire que tout fonctionne normalement. Donc, par exemple, si je reprends encore l'exemple de ma fabrication de yaourt, bah, par exemple, on va avoir des cuves qui vont stocker ici certains éléments, et puis on va faire par exemple du mélange ici. On va dire, bon, bah, on va commencer les yaourts à la fraise. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire, bah, tiens, je vais aller chercher du lait qui est dans cette cuve-là et je vais l'envoyer ici. Une fois que le lait est arrivé, on va demander à un moteur de se mettre en action et de mélanger notre lait.
Une fois que le lait est mélangé, on va dire, tiens, on va envoyer maintenant d'autres choses. On va envoyer par exemple de l'arôme de fraise. Donc là, on va dire, ici, on envoie de l'arôme de fraise, on va en envoyer telle quantité et on continue à mélanger. Puis après, on va peut-être envoyer d'autres choses, des ferments, des choses comme ça. Donc en fait, en automatisme, on va faire des choses. On fait ça jusqu'à temps que, et on passe à autre chose. C'est l'automatisme. Donc pour faire l'automatisme, on va utiliser des automates. Donc on va apprendre comment elles fonctionnent et aussi on va apprendre à faire le choix des cartes qu'il y a sur les automates, les cartes d'entrée et de sortie. Et aussi, on va apprendre à faire les communications. Vous voyez ici, justement, on a ce qu'on appelle un superviseur. Donc, c'est un système qui permet de piloter l'installation à distance et de faire des changements. Donc, on apprend à faire ces systèmes-là et à les faire communiquer avec l'automate et l'automate qui lui communique avec le procédé. C'est ces systèmes-là qui nous permettent en fait d'avoir des industries qui fonctionnent seules, où tout est automatisé. La dernière chose qu'on voit en automatisme, c'est ce qu'on appelle la communication. Cet automate, il va être relié au superviseur, il va être relié aussi à d'autres choses. Donc, on a des parties communication, des parties réseau qui sont traitées donc, en automatisme, en BTS Sira. Pour finir sur vraiment le cœur du métier Sira, on a une dernière grande matière qui est l'instrumentation. L'instrumentation, c'est tout ce qui est étude des capteurs. Donc, on voit comment fonctionnent les capteurs de température, les capteurs de pression, les capteurs de débit, les capteurs de niveau, pour apprendre à faire des choix et pour apprendre à les configurer, à les paramétrer. Puis après, potentiellement, à les installer. On apprend aussi à les vérifier quand ça fait 1 an, 2 ans qu'ils fonctionnent. On voit ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on prend le capteur et on vérifie qu'il fonctionne toujours correctement. Voilà. Et on fait la même chose avec ces systèmes-là qu'on appelle des vannes de régulation. On voit comment elles fonctionnent, de quoi elles sont composées, comment les régler. Voilà. Tout ça, on va le faire dans beaucoup de secteurs très, très différents. On va le faire dans tous les secteurs où on peut avoir des fluides, dans ce qu'on appelle les entreprises de transformation. Donc, ça peut être dans des entreprises type énergétique, donc que ce soit de la production d'électricité, je parle bien de production, parce qu'il nous faut des fluides. Ça peut être sur l'énergie gaz, donc que ce soit réception, stockage, distribution du gaz. Ça peut être dans le domaine de l'eau. Ça peut être dans la pétrochimie. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans le domaine pétrochimique. Ça peut être dans les froid et climatisation, mais attention, froid et climatisation, on est sur des grands ensembles, c'est-à-dire que ce n'est pas des climatisations pour des particuliers, c'est des climatisations pour des systèmes ou des entreprises où on va avoir des centaines de personnes à l'intérieur pour des systèmes de vraiment forte capacité. On a aussi l'agroalimentaire, parce qu'il y a beaucoup de transformation de produits dans l'agroalimentaire, un peu de pharmaceutique, mais sur le secteur nantais un petit peu moins. Donc voilà un petit peu les secteurs d'activité. Donc c'est des secteurs d'activité qui sont très très variés, qui peuvent être très très différents. Voilà, mais dans lesquels on a du fluide, et ça c'est le plus important. Voilà. J'ai fini pour cette première partie de présentation vraiment du métier, du BTS. On va laisser donc, 2 étudiants de première année, deuxième année se présenter, vous dire un petit peu ce qu'ils font, dans quelle entreprise ils sont et puis ce qu'ils y font, sauf si vous avez évidemment des questions. Oui, Oui. c'est sur le BTS. Si j'ai bien compris, on fait principalement de la gestion de fluides. Est-ce que c'est ça? Alors, en fait, on travaille avec les fluides, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément la gestion du fluide, mais on va travailler avec des fluides. On va apprendre à les contrôler, ces fluides. Donc, s'il n'y a pas de fluide, il y a peu de chances d'avoir du Syrah. Mais par contre, tu vas pas forcément travailler sur leur contrôle. Ceux qui vont travailler la plupart du temps sur leur contrôle, c'est plutôt ce qu'on appelle les pilotages de procédés. Ce sont des gens qui vont être sur la machine en permanence et qui vont en fait suivre que la machine fonctionne bien. Le Syrah, il va paramétrer. Il va faire vraiment la partie amont, il va paramétrer et vérifier au fur et à mesure que les éléments qui ont été installés fonctionnent toujours correctement. Mais ce n'est pas lui qui va contrôler, il va faire en sorte que ça se contrôle tout seul. Ça répond à ta question, Hugo, ou pas? Hugues, excuse-moi. Oui, merci. Ouais. D'autres questions? Non? Bon, on va laisser du coup, on va laisser les étudiants présenter un petit peu ce qu'ils font.
Jonas, si ça ne dérange pas, je vais laisser Grégoire qui est à côté de moi en première année présenter. Lui, il a moins. Ouais, pas de problème. Et puis après, je te laisserai parler, Jonas. Ça te convient? Ouais, Bon. ça me convient. Bah, je te laisse, Grégoire, parler de ton métier, de ton entreprise. Je me présente, je m'appelle Grégoire, je suis en première année de BTS SIRA et je travaille chez Actemium à Montoire de Bretagne, à côté de Saint-Nazaire. Actemium, c'est surtout une entreprise où il y a un bureau d'études, un bon bureau d'études, et on est surtout des sous-traitants de gros clients. Donc, par exemple, la raffinerie de Donge chez Total, les chantiers à Saint-Nazaire, ou alors Antargaz et Cargill qui est dans l'agroalimentaire. Moi, j'ai été affilié à la base vie de Donge, chez la raffinerie Total. Donc, comme disait M. Ducoin, je travaille sur enfin, même principalement que des fluides. Enfin, la raffinerie, c'est vraiment exclusivement des fluides même. Et moi, enfin, notre entreprise, elle est désignée vraiment pour faire des chantiers, on va dire, nouveaux, chantiers neufs. Et donc, par exemple, mise en place de nouveaux capteurs, ou alors remettre à neuf, on va dire, entièrement des nouvelles installations. Comme par exemple sur des bacs de stockage, on va mettre des nouveaux capteurs de température et tout. C'est vraiment que du neuf qu'on fait. Et donc oui, on travaille exclusivement avec des fluides, exclusivement, on va dire de l'essence, du pétrole et tout ce qui va avec à la raffinerie. Après, il y avait aussi, du coup, pour le métier de Tessira, il y a tout ce qui est bureau d'études, donc conception. Et ça, on le fait aussi, mais alors, c'est vraiment exclusivement de l'automatisme chez nous, dans le bureau d'études. Donc, ça va être vraiment choisir un automate par rapport au système et faire le programme qui suit, et après l'installer directement sur le site. Donc, moi, par exemple, ce que je fais en entreprise quand j'y suis, comme je suis affilié à la raffinerie de Donge et dans une équipe qui est presque exclusivement enfin, ils disent instrum, mais c'est du coup des BTS Sierra, on fait voilà, tout ce qui est mise en place de nouveaux capteurs. Et quand je suis avec mon maître d'apprentissage, lui, il s'occupe surtout comme disait M. Descoings, de choisir les capteurs, choisir les régulateurs, même si on ne fait pas beaucoup de régulation, choisir vraiment le matériel qui convient au chantier. Et c'est le principal de son travail, c'est ça. Et après, nous, c'est en tant qu'alternant, en tout cas, après, plus on évolue, plus on fait de boulot. Mais je veux dire, en tant qu'alternant, là, c'est vraiment installer le nouveau matériel et aussi d'essayer de comprendre le système sur lequel on travaille. Je pense que c'est le plus important, c'est pas installer pour installer. Donc voilà, mon boulot, voilà, c'est beaucoup d'installations de nouveaux matériels sur beaucoup d'instrumentation. Voilà. Voilà. Merci Grégoire, on va peut-être laisser Jonas prendre le relais. Ok. Alors, moi, je suis technicien d'exploitation dans une centrale nucléaire, donc le CNPE de Civaux. Et mes missions, en gros, consistent à la surveillance d'installation et la mise en service de certains procédés qui sont un peu liés à mon service. Donc, comme disait M. Ducoing, on travaille essentiellement avec du fluide. Donc, centrale nucléaire, c'est de la vapeur, de l'eau sous pression. Donc, il faut avoir une certaine connaissance de ces fluides-là pour comprendre les risques qu'il peut en déduire, et surtout tout ce qui est vérification, que les vannes sont bien installées, qu'on n'ait pas de bruit suspect. Et alors, si je peux résumer mes missions, c'est beaucoup de surveillance, de vérification, c'est-à-dire que les capteurs, par exemple, on a des rondes de relevé, notamment, où on doit relever tous les capteurs, et puis on doit, s'il y a un problème, l'identifier et éventuellement faire des diagnostics dessus pour que ce soit traité efficacement. Donc, il faut avoir une certaine connaissance des systèmes, notamment des relations physiques qu'il y a en jeu, donc du fluide, forcément. Et on peut aussi avoir des mises en service, notamment de chaudières, à l'échelle d'une entreprise comme une centrale nucléaire. Donc, c'est aussi des principes de régulation, des principes, des choses qui concernent le CIRA, tout simplement. Et donc moi en tant que technicien, ça m'arrive effectivement. Donc on touche énormément à tout ce qui est vanne, tout ce qui est aussi départ électrique, mais c'est un peu plus spécifique à la centrale nucléaire, ça. Et
comment expliquer ça, c'est un peu compliqué parce que en centrale nucléaire, malheureusement, en tant qu'alternant, on ne peut pas énormément toucher au matériel parce que pour des raisons de sécurité et d'habilitation, de réglementation. Mais c'est très intéressant parce que c'est des systèmes SIRA assez complexes au final. Et pour faire le BTS, ça permet vraiment d'avoir une compréhension globale du système et je trouve ça vraiment passionnant dans mon sens. Donc c'est surtout ça qui est très intéressant en tant qu'alternant à la centrale. En BTS SIRA et avec les études à côté, ça permet de mieux comprendre le système sur lequel on touche, ce qui est essentiel dans une entreprise. Et puis j'ai pas grand chose d'autre à dire, je pense. C'est très varié cette entreprise, du coup, c'est un peu Moi, j'ai une compliqué. question, Jonas. Enfin, toi qui es maintenant en deuxième année, donc du coup, juste en termes de projet sur l'après, des idées, des envies, est-ce que tu as déjà réfléchi sur l'après BTS? Alors, globalement, j'aimerais bien me faire embaucher au sein de la centrale nucléaire, donc D'accord. au poste que j'occupe en tant qu'alternant. Et si ce n'est pas le cas, parce que les embauches ne sont jamais sûres, j'ai bien l'intention de m'orienter en licence pro en chargé de projet automatisme. D'accord. Ceux qui sont venus faire leur forum récemment à Nantes, la Jolie Brise, je crois. Oui. Ok. Ça marche. Parce que les Merci, postes- Jonas. De rien. Nicolas, je te redonne la main. Ouais, je vais reprendre la main du coup. Donc là maintenant, je vais vous expliquer un petit peu bah, qui est présent, on va dire, dans une formation BTS SIRA. Et puis après, je vous parlerai des autres matières et puis un petit peu les différents cours qu'on va pouvoir retrouver, à part les trois fameuses matières que je vous ai déjà expliquées. Donc, pour venir en BTS SIRA, en fait, il faut être titulaire d'un bac. Le BTS SIRA, c'est un grand mélange, en fait, des gens qui viennent d'horizons différents, avec des forces différentes, des faiblesses aussi différentes. Donc, on prend des gens qui viennent de bacs plutôt généraux, ce qu'on appelait anciennement les bacs scientifiques, donc des gens qui ont des connaissances physiques et un peu mathématiques. Les maths vont être assez importantes, en fait, en BTS SIRA. On a quand même pas mal de calculs. On a également des gens qui viennent de bac STI, donc STI 2D ou STL. Au niveau des bacs STI 2D, c'est vraiment tout profil parce que le tronc commun maintenant est très très important. Donc que la personne vienne de EE, ITech ou SIN, ce n'est pas gênant. Je pourrais dire aussi architecture, mais globalement, il y a moins de chances parce que du coup, on s'est un peu plus éloigné de l'industrie, donc c'est rare, même si rien ne l'empêche. Et on va prendre également des gens qui viennent de bacs professionnels. Donc, on prend des bacs pro PSE, PC, ce qu'on appelle industrie, procédé de la chimie, de l'eau et du papier carton. Donc, des bacs pro MELEC, voire des bacs pro MEI. On peut prendre également d'autres types de bacs pro, ça va dépendre notamment de leur dossier. D'une façon générale, les personnes qui viennent de bac pro, on va vraiment regarder le dossier scolaire qui va être important pour nous. Il y a vraiment il y a plusieurs choses qui sont importantes sur le dossier scolaire pour les gens qui viennent de bac pro. Alors déjà, c'est les appréciations et l'assiduité, parce que ça va faire partie vraiment des bases, hein, le savoir-être. Quand on va être en alternance, on est dans une entreprise, donc le savoir-être est vraiment regardé de près. Et après, ça va être vraiment sur les matières, on va dire, scientifiques. Donc, tout ce qui est maths et sciences qu'on va regarder de près parce qu'on a un contenu pour comprendre les fluides et comment ils circulent et comment les contrôler. On va avoir un besoin assez important de calcul et de compréhension. Donc, tout ce qui est aussi notes dans les matières, on va dire, un peu scientifiques, sont regardées de près pour ne pas mettre en difficulté les gens qui viennent de bac pro. Donc, voilà, un petit peu on va dire, pour les prérequis. Donc ça, c'est plutôt le avant. Et pour le côté final, on vous a mis les taux de réussite, hein, du BTS SIRA à côté. Là où il faut faire très très attention sur le taux de réussite du BTS SIRA, c'est que les promos font entre 10 et 15 personnes. Donc en fait, très très vite, en fait, une personne qui n'a pas l'examen, ça fait très vite 10-15% en fait en moins. Voilà. Donc on a un taux de réussite qui est globalement dans la moyenne haute sur le BTS SIRA en France. On voit qu'en 2020, on a eu un taux de réussite qui était assez bas. On avait une promo qui avait quelques difficultés, qui explique un taux assez bas. Mais généralement, de souvenir, on est, depuis l'ouverture du BTS en alternance, autour d'un taux de réussite de 86-87%. Voilà. Donc, des taux de réussite vraiment très, très classiques.
Sachant que, attention, le BTS SIRA en alternance, c'est le même examen que le BTS SIRA scolaire. D'accord? Il n'y a pas de différenciation au niveau de l'examen, donc il est aussi dur qu'un BTS SIRA scolaire. Voilà. Au niveau du programme, en fait, le programme va s'articuler autour de 3 grands thèmes. Donc, un thème qui est le côté général, un thème qui est le côté scientifique et un dernier thème qui est le professionnel, qu'on appelle le SIRA. Donc, dans le pôle enseignement général, c'est du classique. On a du français qu'on appelle culture générale et expression. On a de l'anglais et on a des mathématiques. Donc, c'est ce qui compose le pôle général. Donc, c'est vraiment des matières qu'on va dire tout le monde connaît. Après, à côté de ça, on va avoir donc 2 autres pôles que je vais détailler. Donc, on aura le pôle scientifique, je vais revenir juste après dessus. Et on va avoir le pôle SIRA. Le pôle SIRA, j'ai déjà présenté tout ce qui était instrumentation, régulation, automatisme. Je ne reviens pas dessus. Je vais juste rajouter 2 petits mots sur les 2 dernières matières qu'on voit apparaître, QHSSE, qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement. Donc ça, c'est un tout petit module, mais qui permet de prendre en compte tout le côté, on va dire, sécurité environnementale par rapport aux applications SIRA. C'est un élément particulier, vous verrez juste après, il y en a très peu par semaine, donc souvent, en fait, on en fait sur une période très regroupée pour vraiment amener le côté sécurité, prise en compte de la sécurité. On a le ESLV, donc c'est enseignement scientifique en langue vivante. Ça, je pense que maintenant, beaucoup vous en avez déjà fait. Donc, en fait, on fait du SIRA, mais on le fait en anglais. Donc, c'est un mélange de techniques et d'anglais. Voilà, on fait des 2 en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des systèmes sont en anglais, c'est-à-dire que les documentations sont très, très souvent en anglais. Et quand on est dans la partie conception en SIRA, on a souvent les entreprises qui font la conception ne sont pas forcément dans le même pays que les entreprises qui récupèrent le matériel. Donc, c'est assez important d'être capable de communiquer ensemble. Donc, on axe quand même beaucoup sur tout ce qui est présentation, donc faire des euros pour présenter à d'autres, et sur le côté technique, parce que le but, évidemment, ce n'est pas d'apprendre à faire une conversation, on va dire, classique avec les personnes. On veut axer sur le côté conversation, mais technique. Voilà. Je vais revenir sur le pôle sciences physiques. Donc, le pôle sciences physiques, en fait, est découpé en 2 grandes parties. La partie physique-chimie, dans laquelle on voit tout ce qui se passe quand les fluides s'écoulent, ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Quand on fait des transferts de chaleur, c'est-à-dire, par exemple, quand vous voulez pasteuriser du lait, vous faites passer le lait dans un échangeur de chaleur et vous envoyez de la vapeur autour pour le chauffer. Donc, on voit comment ça se passe et comment on dimensionne ces systèmes-là. Et on voit tout ce qui est thermodynamique. Donc, la thermodynamique, c'est notamment l'étude des machines qui permettent de produire l'électricité à partir de vapeur. Le principe des moteurs de voitures, moteurs thermiques, donc essence et diesel, et des pompes à chaleur. Le tout d'un point de vue physique, pas d'un point de vue mécanique. Et également, on va faire de la chimie. Alors, le but de la chimie, c'est que là, vous avez pu voir avec notamment Grégoire qui travaille à la raffinerie de Donge, il est en permanence à travailler en contact avec des produits chimiques. Donc, il faut avoir certaines notions déjà de dangerosité des produits avec lesquels on pourrait être amené à travailler. Et aussi, on a beaucoup de capteurs qui utilisent en fait des principes chimiques pour fonctionner. Donc, il faut avoir aussi cette vision-là. Et puis, même si on va un petit peu plus loin avec Jonas qui est en centrale nucléaire, lui, il va avoir un peu de chimie parce que notamment dans les circuits, dans les centrales nucléaires, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de produits qui attaquent les canalisations pour éviter d'avoir des fuites. Donc, le côté chimie est regardé. On a aussi le côté radioactivité, radioprotection, étudié également au niveau de la chimie industrielle. La deuxième grande partie de ce pôle sciences, c'est ce qu'on appelle la physique appliquée. Donc, la physique appliquée, c'est de l'électricité. On reprend 2 grands thèmes d'électricité. On a ce qu'on appelle l'électronique, donc aussi appelé courant faible, et l'électrotechnique, qu'on appelle plutôt courant fort. Donc, l'électrotechnique, c'est tout ce qui est système de moteur et de conversion d'énergie. C'est des choses qu'on va retrouver, par exemple, quand on a une pompe qui permet de mettre en circulation des fluides. Et la pompe va être composée notamment d'un moteur, et c'est important de connaître son fonctionnement et son câblage. L'électronique, c'est plutôt là pour voir les capteurs. Avec les capteurs, on a beaucoup d'électronique, donc on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc un côté physique-chimique, donc très scientifique, et un côté physique appliqué, et plutôt un côté électricité, car beaucoup comme travail
avec de l'électricité, on est amené en CIRA beaucoup travailler à faire des câblages, des changements de câblage. Donc, c'est important d'avoir des notions d'électricité. Voilà. Tout ça fait des emplois du temps qui vont être composés de 35 heures. Alors, pourquoi 35 heures? Parce qu'on est en alternance. Comme on est en alternance, on doit faire 35 heures de cours par semaine pour respecter les contrats de travail de 35 heures. Donc, on a 2h30 de français avec lesquels on rajoute une demi-heure de communication. Donc, en fait, il y a 3 heures de ce qu'on appelle culture générale et expression, 2 heures d'anglais, 3 heures de maths, 1 heure d'anglais scientifique, 10 heures de physique, chimie et électricité, 12h50 de CIRA, donc régule instrument moto, une demi-heure de QHSSE. Donc, pour revenir sur cette demi-heure de QHSSE, en fait, elle est annualisée, c'est-à-dire qu'au début de l'année, je n'en fais pas du tout. Et arrivé à un certain moment, je vais faire plusieurs heures de suite pour amener un bagage à un moment particulier. Et on va avoir 3 heures d'accompagnement personnalisé, composé d'1 heure d'informatique et de 2 heures où on va travailler notamment tout ce qui est présentation et puis aussi, si besoin, aider sur des matières où il peut y avoir quelques difficultés. On fait beaucoup de travail sur les présentations qui feront partie de l'examen. Voilà. Donc ça, c'est les horaires de première année. En deuxième année, des horaires un tout petit peu différents. Pourquoi? On n'a plus de communication, on n'a plus de QHSSE. Donc en fait, on va avoir un petit changement. Voilà. Et notamment, on va avoir une partie projet qui va apparaître et qui va permettre de mettre en application des choses qu'on a vues, notamment sur les matières CIRA. Et donc tout ça va donner, encore une fois, évidemment, 35 heures de cours sur la semaine. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que comme on est en alternance, c'est 35 heures par semaine. C'est-à-dire que si une semaine où vous avez un formateur qui est absent, ce formateur est remplacé, ses heures sont prises par quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, le but, c'est d'avoir en moyenne vraiment 35 heures de cours par semaine. Et tout ça amène donc à un diplôme qui va être composé de plusieurs parties d'examen. Donc, une première qui est en mathématiques, qui est composée de 2 examens en CCF. Je pense que tout le monde connaît le principe des CCF maintenant. Donc, on a un examen de CCF en première année et un examen de CCF en deuxième année. On a une épreuve de français de 4 heures qui est faite en fin de deuxième année. Une épreuve qui va mélanger physique, chimie, physique appliquée et qui va faire 3 heures, qui est également en fin de deuxième année. Et une épreuve de CIRA, donc régule instrument moto, en fin de deuxième année également de 3 heures. Un TP de 4 heures qui est fait on va dire aux 3/4 de la deuxième année. Un projet qui est fait en fin de deuxième année et qui va donner lieu à une soutenance orale devant un jury. Pendant l'année d'alternance, pendant la première année et demie d'alternance, on va dire de septembre de première année jusqu'à peu près décembre de deuxième année, on doit faire un rapport dit rapport de stage ou rapport d'activité qu'on présente également en soutenance, donc qui constitue ce qu'on appelle le rapport de stage. Et enfin, on a 2 CCF d'anglais qui sont faits en fin de deuxième année. Donc, une épreuve de compréhension orale et une épreuve d'expression orale. Donc, voilà. Tout ça compose l'examen du BTS CIRA et il faut avoir la moyenne pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme. Donc, voilà pour l'examen. Je ne sais pas s'il y a des questions, aussi bien sur les matières que sur l'examen. Non? Bon, du coup, pour finir, on va parler du après le BTS CIRA. Donc, 2 grandes possibilités après le BTS CIRA. Soit aller sur le marché du travail, donc en technicien de bureau d'études, en technicien de maintenance. Quand on voit technicien de maintenance, c'est notamment sur les capteurs, ce que peut faire notamment Grégoire qui est en première année. On peut avoir aussi des gens qui vont travailler sur tout ce qui est réseau gaz et électrique, surtout réseau gaz, parce qu'on va avoir du fluide. On a des gens qui vont intervenir sur le génie climatique. Et on peut avoir aussi des personnes qui vont se destiner derrière ce bagage technique à aller faire aller sur du technico-commercial, donc pour vendre du matériel, mais technique. Voilà. Donc, soit on va directement sur le marché du travail, avec notamment tous les secteurs d'activité qu'on a pu avoir, soit on a des poursuites d'études possibles. Le BTS CIRA est un BTS qui a un niveau général qui est quand même assez élevé, ce qui fait qu'on a pas mal de poursuites d'études possibles derrière. Donc, soit une poursuite d'études en licence professionnelle, qui peuvent être des licences professionnelles donc axées sur les capteurs, sur la régulation, sur l'automatisme.
ou alors sur du technico-commercial, ou alors on peut aller s'orienter vers une école d'ingénieur. Deux possibilités pour aller vers une école d'ingénieur, soit passer par une classe préparatoire, ce qu'on appelle une classe ATS, qui est spécifique pour les gens qui sortent d'un bac+2, qui va les préparer au métier d'ingénieur, pour rentrer dans une école d'ingénieur, ou alors aller directement dans une école d'ingénieur, donc faire les concours d'école d'ingénieur et essayer de rentrer directement dans ces écoles d'ingénieur. Voilà, donc les possibilités. Soit on va travailler, soit on fait une poursuite d'études. La plupart des poursuites d'études sont sur des bac+3, donc des licences professionnelles. Et on va dire les tout meilleurs des promos peuvent prétendre à continuer sur une école d'ingénieur. Voilà un petit peu les possibilités après le BTS SIRA. Des questions ou pas? Non, c'est clair. Non? Ok, merci. Bon, Erwan, je te laisse reprendre le relais pour la suite. Oui, merci Nicolas. Je reste présent s'il y a besoin. Grégoire et Jonas. Donc on va partir sur quelque chose un petit peu continu et différent à la fois. C'est vrai que sur ce BTS-là, donc on le propose sous deux statuts différents, un statut ce qu'on appelle classique, statut scolaire, avec un rythme étudiant tel qu'on peut le connaître avec des vacances scolaires, et puis donc la partie contrat d'apprentissage, donc qui est un statut un petit peu différent. Donc, à savoir que le contrat d'apprentissage, donc c'est bien un contrat de travail qui est signé donc entre un salarié, un apprenti et une entreprise. Donc, ça donne quelques obligations de la part des uns et des autres. De la part de l'entreprise, de confier des missions en adéquation avec le diplôme préparé. Et on est bien là dans le cadre de la préparation d'un diplôme. Donc ça nécessite effectivement un accompagnement, donc ce qu'on appelle un tuteur, un maître d'apprentissage. L'entreprise est là pour former le jeune, donc elle s'attend surtout sur ce type de métier où on n'a pas forcément ce que disait Nicolas de formation de base, puisque pour la plupart de nos élèves, la régulation ou l'instrumentation, voire même l'automatisme sont des notions nouvelles. Donc les étapes vont se faire au fur et à mesure. L'idée, c'est de vous préparer à un métier en fin de deuxième année. Donc encore une fois, il y a un accompagnement. Et c'est vrai que c'est malgré tout une formation. On travaille beaucoup avec de grandes entreprises donc, qui donnent aussi ce temps, même si on a parfois quelques petites PME, mais on a quand même beaucoup de grandes entreprises donc, qui donnent cet accompagnement. Donc en contrepartie effectivement de cette formation, le jeune lui s'engage entre guillemets à faire les missions, à écouter les consignes, à respecter les règles et la vie d'entreprise. Donc c'est du donnant-donnant. En termes de rythme aussi, ça veut dire que il y a moins de vacances. On devient salarié de l'entreprise, donc du coup c'est 5 semaines de vacances. Et puis nous, on a certaines obligations aussi vis-à-vis de l'entreprise, c'est-à-dire que l'apprenti, entre guillemets, est salarié du 1er du mois jusqu'au 31, qu'il soit à l'école ou qu'il soit en entreprise. Donc on rend compte, entre guillemets, auprès de l'entreprise à la fois des absences, c'est-à-dire que toutes les absences sont notifiées auprès de l'entreprise. Une absence doit être justifiée, c'est-à-dire que même si on est malade, on doit avoir un arrêt de travail, encore une fois comme un salarié normal. Et puis on communique également, l'entreprise a accès aux notes. Elles sont invitées au conseil de classe. Enfin, voilà, notre référent, entre guillemets, c'est plus les parents, c'est essentiellement les tuteurs. Donc le contrat. Et donc en échange de ça, le jeune perçoit aussi un salaire, donc qui va être proportionnel à la fois à l'année en cours et à son âge. Donc pour faire simple, un jeune qui a 18 ans va toucher en première année 43% du SMIC. Sachant que le SMIC, là, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, devrait augmenter à la rentrée prochaine, donc autour d'une quinzaine d'euros. Donc ces montants-là seront à réajuster à partir du 1er janvier. Mais l'élément important, c'est que le salaire, entre guillemets, grosso modo, est pratiquement du net, puisqu'il n'y a pratiquement pas de charge pour le salarié. Donc, voilà un petit peu. Alors, je vais continuer d'avancer. Donc voilà un petit peu une organisation type. Donc sur les 2 ans, il y a 1365 heures de cours. Donc c'est 665 heures en première année, 700 en deuxième année. Il y a une semaine, donc c'est 19 semaines de cours. Il y a une semaine de plus en deuxième année, puisqu'il y a une semaine qui est bloquée pour les révisions d'examen. Donc vous avez un exemple d'un calendrier type.
Pour faire simple, la partie jaune, c'est une partie à l'école et la partie bleue, c'est une partie en entreprise. Hein. Donc on suit une rentrée, on suit le calendrier scolaire, c'est-à-dire qu'on rentre souvent début septembre, hein, là c'est à la mi-septembre, et avec un rythme souvent de 2 semaines, 2 semaines. C'est pas tout le temps vrai, mais on est souvent sur ce rythme-là de 2 semaines, 2 semaines. Par contre, par rapport à un statut scolaire, vous voyez que l'année se prolonge un petit peu plus tard, puisque les cours vont jusqu'à pratiquement mi-juillet. Hein, et ce qui nous permet finalement de compenser un petit peu et donc d'avoir peu d'écart finalement par rapport à des gens qui sont en statut scolaire. Un élément important aussi, c'est que nous sommes bien sur 2 classes distinctes, c'est-à-dire que nos élèves en alternance ont un groupe, ont leur propre groupe, et donc ne suivent pas le même rythme que ceux qui sont en statut scolaire. Hein, ça c'est important. Mais même s'ils préparent le même examen, ils ont une partie des formateurs qui sont communs, ils ont leur propre classe et leur propre rythme. Je me permets juste d'intervenir, hein, ce qui est important. Ah, tiens, tu peux revenir sur la diapo d'avant, Erwan? Comment que je reprenne le contrôle. Ce qui est important, c'est vraiment le rythme. On voit que donc, là, on est sur de l'alternance, donc on est salarié, et on voit notamment pendant la période de la Toussaint, et ici aussi des vacances de Pâques, on a des alternances, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un rythme salarié avec les contraintes qui vont avec. Il y a un salaire, donc un côté positif, mais également on a les 5 semaines de congés payés et donc des cours pendant les périodes de vacances. Là, on est pendant les vacances de Noël. Je suis avec Grégoire qui est à côté de moi, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont cours. Hier, ils avaient cours. Donc, on est sur un rythme différent et ça, il faut être prêt à l'accepter quand on fait de l'alternance, d'une manière générale. Voilà. Merci de cette précision, Nicolas. Et effectivement, Grégoire est bien chez nous présent, parce qu'effectivement, il a bien cours. Donc alors, en parallèle de ça, donc ce que je vous disais, hein, c'est que le tuteur, donc lui, a un libre accès donc, aux notes. Hein, et on sent que souvent il y a une application parce qu'ils ont envie de réussir. Pour certaines entreprises, effectivement, on parlait aussi de former, parce que ça, malgré tout, même s'il y a des primes, des choses qui sont données auprès des entreprises, il y a quand même, c'est un investissement, donc c'est du temps de passer. Et puis sur certains métiers où les entreprises ont du mal à recruter, hein, et le CIRA en fait partie. On parlait d'EDF, hein, Jonas, voilà, effectivement, a peut-être une opportunité d'embauche parce que ça fait partie notamment dans le nucléaire qui sont très demandeurs et de ce type de profil. C'est des profils parce qu'on est peu de centres à former dans ce domaine-là, donc du coup ce sont des profils qui sont relativement demandés. Et donc c'est vrai que proportionnellement on a moins de poursuites d'études, même s'il y a des opportunités, mais voilà, comme ils sont pas mal sollicités par les entreprises, donc les entreprises voilà, sont attentives aussi à leur réussite à l'examen. Donc ensuite, là, il y a 2 conseils de classe, hein, puisque effectivement les trimestres seraient un peu courts pour faire une évaluation, donc on va fonctionner en semestre. On a effectivement un livret aussi, donc qui accompagne le jeune, qui nous permet nous de voir un petit peu ce qu'il fait en entreprise quand il revient sur des sessions d'entreprise. Et puis à l'inverse, dans l'entreprise, ça leur permet de voir un petit peu quels sont les points qui ont été vus en cours. Bon, sachant que c'est toujours un petit peu compliqué de faire l'adéquation entre les deux, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas forcément mettre en place et de faire travailler le jeune sur absolument tout ce qu'il a vu sur le cours en version précédente, mais parfois, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, donc l'entreprise essaye de temps en temps de suivre un petit peu cette partie-là. Et puis ensuite, il y a effectivement un accompagnement, alors cette année qui a été un petit peu perturbée effectivement avec le Covid, mais malgré tout, Nicolas, voilà, c'est quand même pas trop mal débrouillé pour aller voir un maximum d'élèves sur place. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est quand même aussi de voir un petit peu comment évolue le jeune dans sa structure. Hein. Donc, généralement, on va le voir au moins 3 fois sur les 2 années. Donc, une première visite, voilà. Là, généralement, alors là, Nicolas a dû pratiquement faire toutes ses premières visites pour aller voir un petit peu comment se passent les premières semaines d'intégration. Hein. Donc, de voir un petit peu dans quel milieu évolue l'apprenti, est-ce qu'il a un bureau, qui va l'accompagner, répondre aussi aux questions des tuteurs. Donc il y a cette première visite qui précise un petit peu ce qu'on attend nous aussi de l'entreprise. La deuxième visite va se faire là en milieu d'année prochaine. Et là, ce sera un petit peu plus par rapport au contenu professionnel, hein, donc l'évolution du jeune, ses connaissances, la technique. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le cœur du métier,
Et puis on va continuer aussi de vérifier un petit peu son intégration dans une équipe. Et puis il y a une troisième visite qui se fait en fin de deuxième année, où là on est plus pour tirer un petit peu le bilan de ces 2 années passées, et puis de voir effectivement les projets de l'après, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que le jeune va faire de la poursuite d'études, est-ce qu'éventuellement il y a une possibilité d'embauche dans l'entreprise. Voilà, c'est un petit peu ce projet-là, sachant que s'il y a vraiment un souci ou une demande, que ce soit de l'apprenti ou de l'entreprise, on peut très bien effectivement faire une visite supplémentaire. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose par rapport aux visites éventuellement, ou est-ce que... Non, pas forcément, effectivement. Donc, les 3 visites. Donc, comme tu disais, là, toutes les premières visites pour les premières années ont été faites et ont été faites sur place. C'est-à-dire, je suis allé dans chacune des entreprises pour faire les visites, malgré qu'il y avait le confinement. Ça n'empêchait pas les visites et la plupart des entreprises étaient au contraire plutôt contentes de nous voir venir et faire ce suivi en vrai des jeunes. Voilà. Ça marche. Merci. Alors, très rapide aussi, parce que c'est pas forcément, et puis je reviendrai après sur plus le côté aussi intégration en entreprise, parce que je vois que l'heure avance. Une présentation très rapide du campus de façon générale. Donc c'est vrai que là je vous ai parlé du CIRA en alternance, mais en fait donc on dispose d'un certain nombre, d'une douzaine de BTS entre guillemets, certains dans le domaine tertiaire, hein, donc ça peut toucher à la fois le commerce international, la négociation, la communication, et puis des BTS qui sont plus industriels, dont le CIRA fait partie, et certains de ces BTS industriels, entre guillemets, sont à la fois en statut scolaire et d'autres en alternance. Ça, vous retrouvez ça sur notre site, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Après, on a, même si, enfin voilà, on propose, et puis je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être d'autres opportunités. Aujourd'hui, une licence donc post-BTS qui est plus orientée sur les métiers de l'électricité, qui est plus électrotechnique, mais ponctuellement, ça nous est arrivé d'avoir un CIRA qui aille sur cette licence-là. C'est aussi Nicolas qui s'occupe de cette licence, donc il connaît à la fois bien les CIRA et la licence. Donc, même si elle n'est pas forcément complètement liée au métier du CIRA, voilà, comme on touche parfois un peu au domaine aussi de l'environnement durable, du génie climatique, des choses comme ça dans certains domaines, ça nous est arrivé ponctuellement d'avoir un ou deux CIRA qui continuaient. Je ne sais pas si tu en as actuellement là, Nicolas. Excuse-moi, j'étais à dialoguer avec Grégoire, je n'ai pas entendu la question. Pardon. Est-ce qu'actuellement, là, en licence, tu as des CIRA? Oui, j'en ai 2. J'en ai un qui D'accord. vient de scolaire et un qui vient d'alternance et qui a fait le CIRA il y a déjà 7-8 ans. D'accord, voilà. Donc voilà, rare, c'est une c'est pas le opportunité, truc c'est classique. pas la seule, mais il y a cette possibilité de poursuivre sur ce type de licence qui est particulier. Là, rapidement, donc je ne rentre pas dans le détail de la présentation du CFA. Sachez voilà, qu'on est en plein de travaux. Donc certaines de nos salles ont été modernisées, d'autres sont en cours. Donc l'établissement là est en plein renouveau. Donc c'est l'occasion, j'espère aussi que voilà, vous puissiez venir nous voir pour voir un petit peu l'avancée de ces travaux. Voilà quelques photos là qui ont été prises récemment donc sur le matériel. C'est vrai qu'on a cette chance-là sur ce BTS-là, c'est de disposer d'un grand plateau technique avec du matériel. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est du matériel d'entreprise, c'est pas du matériel scolaire, c'est-à-dire que vous allez utiliser des choses que vous allez retrouver aussi en entreprise. Donc ça c'est important. Alors, sur les inscriptions, parce que c'est une étape importante, effectivement, notamment par rapport à l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage, vous allez retrouver ça dans Parcoursup. Hein, il y a un volet de possibilités, je crois qu'il est ouvert, là, je crois que c'était hier, hein, de mémoire, je crois qu'on est dans les clous. Donc Parcoursup vient de s'ouvrir. Moi, je vous encourage, si à un moment donné l'alternance vous intéresse, que ce soit d'ailleurs sur le CIRA ou sur un autre BTS, en parallèle de présenter quand même aussi un ou plusieurs statuts scolaires, parce qu'effectivement, il y a cette incertitude, entre guillemets, de trouver une entreprise, même si sur un CIRA, voilà, on est encore une fois plus sur une problématique de trouver parfois des candidats que des entreprises, parce qu'encore une fois, c'est un BTS qui est en forte demande. Mais du coup, voilà, il faut quand même pas fermer les portes, donc éventuellement doubler les candidatures, donc de faire un dépôt sur Parcoursup en apprentissage et en scolaire. Si vous faites un dépôt chez nous, effectivement, c'est important aussi en parallèle de faire un dépôt dossier, entre guillemets, donc de retirer un dossier, hein, que vous trouverez aussi à partir de janvier là, sur notre site, nous envoyer le dossier, parce qu'effectivement,
Nous, pour votre accompagnement, on aura besoin d'avoir votre dossier et ça passera par un entretien. C'est-à-dire que plus vite on vous connaît, plus vite derrière on peut vous accompagner vers les entreprises. Et il faut savoir que cette candidature, bah, elle peut démarrer là dès le mois de janvier-février parce que Jonas, là, qui est, pour en témoigner, qui est chez EDF, notamment ce type d'entreprise, propose des postes relativement tôt. Hein. C'est-à-dire que dès le mois de... Tu voulais intervenir, Jonas? Non, 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 j'écoutais. Non. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment par exemple des gens comme EDF déposent des dossiers dès février, dès mars, parce qu'ils ont parfois des procédures de recrutement un petit peu plus longues, donc ils commencent à recevoir des jeunes en entretien dès le mois de février, dès le mois de mars. Donc plus vite on vous connaît, plus vite on peut vous accompagner. Cet accompagnement, il passe par travailler ensemble votre CV, votre lettre de motivation, préparer des entretiens en entreprise, parce qu'on sait que c'est un exercice nouveau. Après, je peux Donc on essaie intervenir une seconde, d'individualiser les choses, hein, Arwan? donc c'est important. Arwan. Oui, Juste pour illustrer, par exemple, moi, le BTS SIRA, il m'a été conseillé justement par le CNPE de Siro, c'est-à-dire que je ne connaissais pas, et d'accord. c'était pour un 8 ans d'alternance que j'avais postulé, Mhm. et c'est même eux qui m'ont réorienté vers le BTS SIRA suite à un convenu, donc c'est pour bien vous dire que le BTS SIRA, c'est quand même vachement reconnu et demandé. Voilà. Oui, oui, voilà. Enfin, moi, je vous encourage aussi à jeter un œil sur les offres d'emploi, hein, parce que ce qui est important, effectivement, c'est pas forcément de vous vendre du rêve, entre guillemets, c'est de regarder aussi quels sont les débouchés. Et c'est vrai que c'est une formation, voilà, où il y a enfin, une certaine forme de reconnaissance, en tout cas, parce que c'est des niches, voilà, on peut être amené à toucher plein de choses, parce qu'effectivement, on parlait de l'énergie, de l'agroalimentaire. Là, en ce moment, on parle du futur sous-marin, futur porte-avions qui va être fait chez Naval Group. Bah, il y a toute une partie chaufferie, enfin toute une partie moteur là, qui va être sans doute fait à Indre, à côté de Nantes. Et il y aura forcément des choses qui pourront à un moment donné là-dedans concerner aussi des SIRA. Hein. Ça fait partie aussi des gens où ponctuellement j'ai eu l'occasion de travailler. Il y a eu des années où on a travaillé un peu avec Airbus aussi. Bon, là, c'est des années où il y aura un petit coup de moins, mais à l'avenir, voilà, ça devrait repartir. Donc voilà, c'est pas un BTS où on se ferme des portes par rapport à des domaines. On peut travailler, mais on peut travailler aussi dans des petites PME. Hein. Cette année, on travaille avec une petite entreprise là, qui installe par exemple des systèmes de régulation d'humidité ou de chauffage dans des serres pour les maraîchers à côté de Nantes. Hein. Donc c'est une PME qui fait 30-40 personnes, mais c'est aussi du SIRA. Donc on trouve effectivement plein de domaines particuliers. Donc c'est vrai qu'au niveau des entreprises, voilà, on a aujourd'hui un vivier d'entreprises qui n'est pas négligeable. C'est vrai que nous, ce qui est important aussi, c'est qu'on va vérifier le contenu de ce que va faire le jeune euh, et le poste qui va être occupé, c'est-à-dire qu'effectivement, Monsieur Ducoing, avant de valider entre guillemets l'accueil d'un apprenti, va valider les missions, hein, parce qu'effectivement, vous avez vu qu'on aborde trois aspects, l'instrumentation, la régulation, l'automatisme. C'est toujours compliqué d'avoir les trois dans la même entreprise. Donc il faut qu'on touche au moins, j'irais, deux des aspects pour qu'on puisse se dire, bah, ok, on est bien sur du SIRA. Donc c'est quelque chose qu'on fait en amont avant de valider une mission en entreprise. Je vois que j'ai presque dépassé le temps imparti. Je termine effectivement avec Bon, on a normalement pour l'instant maintenu une journée porte ouverte, donc moi je vous invite à venir nous voir, à rencontrer les gens que vous avez pu là, avoir par audio en tout cas, et puis parce que c'est vrai que c'est des métiers où c'est plus parlant en fait de voir les choses, donc je vous invite pour l'instant sur cette journée du 23 qui est pour l'instant maintenue. On n'a pas encore toutes les modalités, mais j'espère qu'elle se tiendra. Bon, puis sinon, on trouvera peut-être d'autres moyens de se croiser. Est-ce que pour terminer, il y avait éventuellement des interrogations, des questions, des choses, des choses qui n'étaient pas claires ou des éléments complémentaires? On reste à votre disposition. Non, rien de particulier? Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. On vous remercie en tout cas de votre
votre présence. Hein. Donc, c'était un premier échange. Moi, je reste aussi à votre disposition si, voilà, si dans le futur, là, il y avait des questions, pour vous recevoir aussi, il n'y a pas de souci, pour vous voir si vous souhaitez nous rencontrer lors de cette journée porte ouverte. Et puis, je me permets du coup de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout, malgré le contexte. Et puis, en espérant vous voir bientôt. Merci à tous, et puis sans doute à une prochaine fois. Merci à vous pour votre présence. Merci Jonas et merci Grégoire pour avoir témoigné Y a pas de de problème. votre métier en technicien SIRA. Merci à tous, effectivement, merci aux apprentis. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Il a quitté Jonas.